Dimanche de Tabaski, une célébration qui coïncide avec la fête des pères. Bonne fête donc à toute la communauté musulmane. Bonne fête aux papas, surtout aux papas responsables. Au menu de cette émission, la nomination de Jacques Migan au poste de haut-commissaire à la prévention de la corruption, les travaux de construction du complexe immobilier Kangezo qui seront bientôt lancés. À l'international, le Sénégal qui est désormais pays producteur de pétrole et le décès de l'épouse du pasteur congolais Marcelo Tounassi. Ce sont les autres sujets que nous aurons donc le temps d'évoquer, d'aborder avec nos invités en plateau. Mes invités de ce dimanche soir, Francis Eloge Attadé, expert en gouvernance, analyste politique. Francis Eloge Attadé, bonsoir. Bonsoir. Alphonse Moïse Soudé, analyste politique également. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir vos chers confrères, bonsoir à toutes et à tous. Et enfin, Stanislas Amoua, journaliste chroniqueur. Stanislas Amoua, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir à tous et merci de nous associer à votre plateau. Le plaisir est partagé. La charpente de l'émission, elle n'a pas changé. Nous démarrons avec la revue de presse de Marcel Arrossi. Nomination en Conseil des ministres. Enfin, pour Jacques Migan, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin, Jacques Migan peut ainsi s'accrocher à quelque chose sous la rupture. Il est désormais casé, s'exclame Matin Libre. Un nouveau poste créé pour lui et lui seul? Non, semble affirmer Banuto, car c'est depuis le 23 avril 2020 que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a promulgué la loi portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin, nous apprend Banuto. En tant que premier responsable du Haut Commissariat, Jacques Migan peut avoir désormais son mot à dire dans les nominations aux hautes fonctions de l'État, indique le journal. Mais c'est son appel de pied qui a finalement payé, insiste bon nombre d'observateurs, tellement il était actif à défendre le gouvernement sur tout et partout. De média en média, il a, durant ces 8 années, fait feu de tout bois. Ses plus célèbres et tristes position demeure celle sur un éventuel 3e mandat du chef de l'État, pointe Matin Libre. Si d'autres n'ont pas fait autant avant de se voir confier des postes aussi importants que sensibles, ce membre du bloc républicain est souvent allé contre ses propres valeurs d'homme de droit pour prouver son attachement au régime de Patrice Talon, observe le journal. Sa nomination est forcément précédée d'une enquête de moralité dont les résultats sont satisfaisants, croit savoir Banuto. D'ailleurs, le concerné lui-même ne s'est pas privé de commentaires sur sa nomination. Très tôt, il a partagé ses impressions avec le Soleil Bénin. Selon lui, sa nomination est le résultat de son intégrité, de son engagement et de son amour pour son pays. Il a même souligné que cette opportunité était le fruit à la fois des progrès accomplis et des défis qui entravent le développement actuel du Bénin. Mais d'autres acteurs de la scène publique continuent de s'interroger sur l'efficacité de ce choix. Selon Richard Boniworou, par exemple, pour une position aussi sensible, l'intégrité, l'expérience et la compétence sont indispensables. Le politologue estime que ce dernier choix ne remplit pas ces critères de manière satisfaisante. Affaire Pipeline Niger-Bénin, 3 des 5 Nigériens poursuivis pour faux. Arrêtés le mercredi 5 juin 2024 par la brigade criminelle et mis en garde à vue depuis une semaine, ils ont subi une première audition au niveau du parquet spécial de la Criette jeudi dernier selon BIP Radio. 2 d'entre eux ont retrouvé leur liberté après plusieurs heures d'audition par le parquet spécial de la Criette. Les 3 autres, dont la directrice adjointe de WAPCO Niger, sont mis sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour avoir arboré de faux badges et leur procès est prévu pour démarrer le lundi 17 juin, rapporte l'événement précis. Dans une récente déclaration, le procureur spécial de la Criette, Mentonou, qui a annoncé publiquement leur interpellation par la police béninoise, a laissé entendre des faits d'accusation portant atteinte à la sûreté de l'État, selon les premières enquêtes menées, ce que rejettent entièrement les autorités militaires au pouvoir au Niger, dénonçant plutôt un kidnapping de leurs compatriotes sur la terre béninoise. Dans cette crise, quel rôle joue la presse de Cotonou à Niamey en passant par Lomé?
Une presse qui fait le commerce de la haine observe le patriote béninois. La sagacité et l'esprit critique qui devraient guider le journaliste se mettent subitement à genoux devant la volonté de servir la politique et de diffuser tous ses propos, même les plus indignes et les plus incendiaires. La volonté manifeste est de faire plaisir aux commanditaires, en trouver la faute, l'erreur et la compromission chez l'autre. Au sens du patriote béninois, la crise bénino-nigérienne engendrée par le coup d'État de juillet 2023 a révélé autant de panafricanistes web 2.0 que de journalistes de même acabit. À la une aussi, la montée de l'extrême droite en France et sur le vieux continent. Pourquoi ce pourrait être un mal pour un bien pour l'Afrique? Détaille Le Point. Quel impact la montée de l'extrême droite en Europe pourrait-elle avoir sur l'Afrique? Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? S'interroge Le Pays à Ouagadougou. Les partis d'extrême droite ont fait un bond en avant lors du vote qui a eu lieu en fin de semaine pour le Parlement européen, prenant des sièges aux partis traditionnels à travers le continent, pointe Le Devoir. Au-delà de la question migratoire, la montée des nationalismes en Europe intervient dans un contexte particulier où l'Afrique revendique de plus en plus sa souveraineté, rappelle le journal français. Et la question est d'autant plus fondée qu'au-delà de la préoccupation migratoire, cette montée des nationalismes en Europe intervient dans un contexte d'une Afrique en pleine mutation où de plus en plus de pays africains invoquent la question de leur souveraineté dans le choix et la diversification de leurs partenaires. De ce point de vue, estime Le Pays, la montée de l'extrême droite en Europe pourrait être un mal pour un bien pour l'Afrique, en ce qu'elle sonnerait comme une interpellation au continent noir à s'assumer pleinement. Et c'est peu dire qu'une telle situation mettrait les dirigeants africains face à leurs responsabilités en les obligeant à trouver des solutions innovantes à la crise migratoire pour fixer les Africains sur un continent qui a besoin de la force des bras et de l'intelligence de ses fils pour amorcer son vrai développement. Alors que plusieurs pays du continent africain restent des points de départ de milliers de migrants illégaux vers l'Europe, la question migratoire n'est pas des moins sensibles lorsqu'il s'agit de commenter les Européennes, commente Le Point. Autant dire, conclut le quotidien burkinabé, que c'est une situation qui pourrait sonner le réveil de l'Afrique, mais qui pourrait tout aussi faire grandir davantage le sentiment anti-français sur un continent dont les dirigeants ne sont pas toujours enclins à assumer leur part de responsabilité dans les malheurs qui le frappent. Merci à vous, cher Marcel Arossi. À l'instant donc, le condensé de l'actualité relayé par les canards paru au cours de la semaine, acte 2 de l'émission 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, cher Stanislas Amoir. C'est un fauteuil flambant neuf qu'il aura le privilège d'occuper. C'est une haute fonction au sommet de l'État. Jacques Migan, avocat et soutien inconditionnel de la rupture, est depuis mercredi dernier, suite au Conseil des ministres, nommé haut commissaire à la prévention de la corruption. Enfin, se sont exclamés certains observateurs avertis de la scène politique béninoise au regard de son activisme prononcé en faveur de la défense du programme d'action du gouvernement. Oui, déjà, j'aurais deux grilles de lecture. La première, je ne sais pas si on peut dire enfin, parce que j'estime que dans tout choix qu'aura fait le chef de l'État, il y aura des mécontents, des personnes qui vont attendre jusqu'à 2026 et qui ne seront pas nommées. Ça, c'est évident. Et donc, quand on dit enfin, ça me surprend un peu parce que c'est à croire qu'il n'a attendu que ça durant les 8 années de gestion du pouvoir. C'est à croire qu'il a fait feu de tout bois pour en arriver là. C'est à croire qu'il a fait toutes les prières dans toutes les églises ou dans toutes les mosquées ou dans tous les couvents possibles pour en arriver là. J'estime qu'on peut être soutien de quelqu'un sans être forcément positionné à un tel niveau. Ça, c'est la première grille de lecture. La deuxième, c'est que oui, on reconnaît quand même que il a été nommé. Je ne sais pas si c'est un fauteuil flambant neuf parce que, à l'aune des activités ou des actions qu'il aura menées, on verra bien. C'est vrai que c'est un poste qui est quand même nouveau, oui, il faut le reconnaître.
Et moi, déjà, la dénomination du portefeuille m'interpelle. Ça fait quand même sujet à réflexion, parce que quand on dit Haut Commissariat à la prévention de la corruption, dans un contexte où nous avons vu quand même qu'il y a des instruments juridiques qui ont été mis en place, des instruments étatiques on aura le temps qui ont été mis en place. D'accord. Du sujet mais j'estime que oui, il est nommé, il aurait pu ne pas l'être aussi. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on constate et puis la vie continue. Alphonse Moïse Soudé, l'ancien bâtonnier, connu pour ses sorties médiatiques à caractère politique, normal donc que sa nomination puisse alimenter l'actualité ces derniers jours. Oui, et puis je confirme l'utilisation de l'adverbe enfin, parce que le bâtonnier, je l'ai suivi sur plusieurs plateaux, il a fait preuve de partisanerie, il a fait preuve de courtisanerie, et tout le temps on se plaignait pour dire, mais il est temps que le chef de l'État lui trouve quelque chose. Bon, moi, je le félicite pour sa témérité, sa ténacité. Il a pu tenir le coup en dépit de tout. Parce qu'à un moment donné, il était devenu le nettoyeur. Quand ça sent du mauvais, c'est lui qui passe sur les plateaux, en dépit de tout, pour défendre, pour montrer qu'il était... Vous employez là des mots un peu forts. Non, qu'il était... je me rappelle quand il avait parlé de cette affaire de troisième mandat, qu'il a dit qu'il était allé à Adjara. J'ai dit, Adjara, c'est mon village. Je ne vois pas mes parents en train d'encourager cela. Donc, je dis aujourd'hui, bon, l'essentiel, c'est qu'il puisse accomplir la mission qu'on lui a confiée, parce que c'est une mission républicaine. Mais la question que je me pose, le poste a été créé depuis 2020. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Est-ce qu'on a constaté que tous les moyens mis dans la lutte contre la corruption ont fait flop? Et qu'aujourd'hui, qu'il faut aller prévenir, il faut sensibiliser, il faut communiquer autour des dégâts de la corruption? Est-ce que c'est pour ça qu'on a dû trouver quelqu'un? Mais pendant tout ce temps-là, le chef de l'État n'a pas trouvé quelqu'un à même de jouer le rôle. On fera le débat. On va évaluer. Francis Lojatade, Jacques Migan, haut commissaire à la prévention de la corruption. Oui, je crois qu'il a une double casquette. Une casquette politique et une casquette technique, parce que vous savez que c'est un juriste de très haut niveau. Et il fut bâtonnier de l'ordre des avocats. Et vous comprenez aussi que c'est aussi un consultant. Bon, maintenant, on l'a beaucoup vu sur le terrain politique. Mais les gens oublient qu'il a une compétence technique. Je crois que la question de la lutte contre la corruption, c'est une préoccupation de tous les gouvernants. Si vous interrogez l'histoire, en fait, de la lutte contre la corruption, on vous parlera sous Soglo de la cellule qui s'occupait de faire rendre gorge. Bon, maintenant, quand vous voyez sous Kérékou, on vous parlera de la cellule de la moralisation de la vie publique qu'avait animé Feu Adjaï Sika. Vous venez à Yaïboni, éditeur du changement et de la refondation. Sous l'ère du changement, il a créé l'IGE qu'avait dirigé Feu Alidou Koussé. Et puis, après le chaos de 2011, à l'aide de la refondation, il a créé l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, l'ANLC. Et c'est l'ANLC qui est devenu aujourd'hui le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le HCPC. Évidemment, c'est la loi 2020-09 qui a institué en fait le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Bon, maintenant, pourquoi on ne l'a pas opérationnalisé depuis 2020, c'est toute la question. Parce qu'il n'y avait pas peut-être les inputs, les intrants. Mais on a créé en temps une cellule de dénonciation qui va certainement alimenter ce haut commissariat. À côté de ça, il y a un dispositif institutionnel qui permet aussi de lutter contre la corruption. Donc il y a plusieurs structures. La nomination de Jacques Migan vient un peu comme pour combler une attente. Parce qu'il y a une activité d'éducation, de sensibilisation. Parce que quand on interroge l'article 7 de la loi 2020-09, c'est que les missions sont claires. Il y a le suivi des mesures anticorruption. Il y a la formulation de recommandations. Il y a la sensibilisation, en fait, la vulgarisation des tests, mais il y a aussi la consultation en cas de nomination. Donc, je crois que le chef d'État, dans ce dispositif, puisqu'il plaide pour les IDE, les investissements directs étrangers, il faut bien que les partenaires se rassurent que les ressources mobilisées au Bénin, les ressources intérieures, que les ressources obtenues auprès des PTF sont bien utilisées. Donc, je crois que Jacques Migan vient pour combler une attente sur le triennal, en fait, parce que c'est 5 ans, hein, il est nommé pour 5 ans, après des enquêtes préliminaires qui ont été satisfaisantes.
Bon, maintenant, la structure est attachée à la présidence de la République. Après 2026, il pourra toujours être là. Mais c'est un mandat de 5 ans, Okay. sauf catastrophe. Sinon, il a 5 ans à passer à la tête du Haut Commissariat. Et c'est une structure attachée à la présidence. J'avais déploré sous Boni Yahi le fonctionnement de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Vous avez vu, le magistrat qui animait cette autorité a dû faire le plaidoyer partout pour avoir les financements. Alors que l'article 9 de la loi qui avait institué la LNC, en fait, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, stipulait que c'est l'autorité qui élabore son budget, intégré au budget général de l'État, et par conséquent doit avoir les fonds pour son fonctionnement. On va s'intéresser au cas Jacques Migan, Stanislas Samoa. Au-delà de cette promotion personnelle, la lutte contre la corruption n'est pas une mince affaire, c'est un mal à la peau dure. Ce n'est pas la Dolce Vita qui attend Jacques Migan. Exactement, j'avais commencé par le dire déjà, il faut toute nomination mérite félicitations, donc il est à féliciter, il a été promu, donc c'est quelque chose de fondamental. Mais disons que quand on parle de prévention de la corruption, et c'est là j'en venais, ça peut donner matière à réflexion, étant entendu quand même qu'il faut reconnaître déjà au chef de l'État, Patrice Talon, le mérite d'avoir posé des actes forts dans la lutte contre la corruption. Il a donné quand même des exemples qui sont assez significatifs depuis 2016 qu'il a accédé à la magistrature suprême de notre pays. Sauf que si après 8 ans d'implémentation de toutes ces réformes, quand on voit les instruments juridiques de très haut niveau et de haute portée mis sur pied pour lutter contre la corruption, et qu'on parle aujourd'hui dans ce contexte-là de prévention de la corruption, c'est là où je dis qu'il y a matière à réflexion. C'est vrai que le chef de l'État, il faut avoir le mérite de le lui reconnaître. Je me rappelle de l'une de ses citations où il a dit qu'il a le talent de se faire entourer de talents. Donc, ça veut dire que dans son entourage restreint, ils ont eu à réfléchir sur la question quand cela avait été proposé en 2020 pour que ça soit pris comme acte. Mais j'aurais souhaité quand même qu'on parle au commissariat du renforcement de la lutte contre la corruption. Parce que prévenir la corruption dans un contexte où il y a quand même une cour spéciale qui fait son travail depuis quelques années, il y a des normes juridiques qui ont été renforcées en la matière, où des exemples palpables ont été donnés depuis qu'il est là. J'estime que ce n'est pas aujourd'hui... La Cour réprime, le Haut Commissariat prévient. Oui, le Haut Commissariat, s'il doit prévenir, aurait pu être là dès le départ, en fait. Si le Haut Commissariat doit naître maintenant et commencer une tâche de prévention, j'estime, bon, c'est mon point de vue, ça reste le mien, j'estime qu'on aurait pu faire mieux en matière de dénomination. L'existence même de ce Haut Commissariat ne pose aucun problème, ça viendra forcément participer à la lutte qui existe déjà. Mais quand il y a des actes forts qui sont posés déjà depuis plusieurs années et que maintenant on parle de prévention de la corruption, peut-être que ce Haut Commissariat a une vocation assez préventive et assez pédagogique aussi dans la forme, on le verra. Mais il faut aussi noter que Maître Jacques Migan sera à la tête de cette institution, mais il ne sera pas seul parce que c'est quand même une institution qui aura d'autres démembrements, qui aura une équipe à former tout autour. Voilà, donc on le verra peut-être en tête, mais c'est comme les autres institutions où il y a forcément des membres à équiper, des rôles à affecter à telle ou telle personne. Alphonse Moïse Soudé, nous avons la CRIET, comme l'évoquait Stanislas Samoa, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous avons même une cellule des plaintes et dénonciations qui est placée sous tutelle de la présidence de la République. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement avec ce Haut Commissariat qui sera désormais opérationnel? Non, rien ne changera. Je vous ai toujours dit, et je vais toujours le répéter, qu'en dépit de tout l'arsenal juridique instauré par le régime là, vous allez voir que tous les jours que Dieu fait, il y a des cas avérés de corruption. Ça n'a pas arrêté. Donc je dis, si malgré tout ce qu'on a mis sur place pour lutter contre, il y a des gens qui continuent de faire yo-yo avec l'argent du contribuable béninois, c'est pas maintenant qu'il faut prévenir. Si on a estimé qu'il faut revenir à la case départ, c'est que forcément la lutte contre la corruption a échoué.
parce que tous les jours, on coince les gens. On a mis tout en place pour faire peur aux Béninois, pour lui dire, attention, l'argent du contribuable béninois, c'est pour participer au développement du pays. Ça ne devrait pas, a priori, atterrir dans des poches, mais on s'est rendu compte qu'en début de tout ça, l'Assemblée a voté des lois, la criade, on a à la queue le lieu des gens qui ont... Vous semblez tellement pessimiste. Non, je l'ai toujours dit, j'ai dit ça sur le plateau ici une fois pour dire, mais pourquoi les gens continuent de faire ça alors que tout est mis en place pour éviter ça? Aujourd'hui, tout le monde, quand même, les gens ont leur prime, ils ont les moyens. Quand l'État envoie un homme en mission, on lui donne l'argent d'accomplir la mission, mais il y a que la corruption a pris quand même un peu de poids de la bête. Les gens, on a tout fait, on a envoyé les gens à la criette, et chaque jour, vous allez voir que dans les ministères, les gens toujours jouent avec l'argent. Aujourd'hui, certainement que avec la génération montante, parce que quand on dit il faut prévenir, forcément, il faut informer, il faut sensibiliser, il faut communiquer autour, parce qu'on se rend compte que la corruption empêche la réalisation des projets de développement. La corruption, vis-à-vis des investisseurs étrangers, ils ne sont pas rassurés pour venir investir dans votre pays parce qu'ils estiment que vous avez peut-être des cadres corrompus on veut manger partout. Donc aujourd'hui, l'État peut-être s'est rendu compte pour dire, si nous devons rassurer les investisseurs, si nous devons permettre aux gens de venir implanter leurs usines chez nous, il faudrait qu'on fasse un travail de sensibilisation. Un travail de prévention. Oui, parce que la prévention passe par la sensibilisation, la communication. Francis Seleu-Latade, vous qui êtes expert en gouvernance, comment prévient-on la corruption? Je crois que pour prévenir, il faut vulgariser les tests. Et il faut travailler à la moralisation de la vie publique. Vous convenez avec moi qu'en 2020... On a connu cette terminologie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sous un régime défunt, moralisation de la vie publique. Mais les résultats ne sont pas si reluisants. Non, c'est vrai, ça dépend du contexte. C'est parce que si nous décontextualisons, nous risquons de ne pas avoir une bonne lecture de la situation. Aujourd'hui, le dispositif qui est mis en place est différent. Vous convenez avec moi que vous avez évoqué la criette, qui fait un travail formidable. Il faut saluer, même s'il reste à améliorer. Parce qu'on ne peut pas fonctionner seulement en mode répression. Il faut aussi fonctionner en mode éducation, en mode sensibilisation. Prévenir vaut mieux que guérir. Il vaut mieux prévenir plutôt que de guérir. Et je crois que là, le nivellement par le bas, trouver les formules pour que la jeunesse qui monte soit mieux éduquée. Mais au niveau des administrations, il y a aussi un travail à faire. Vous avez vu que, par exemple, avant le vote de la loi 2020-09, il y a eu une autre loi qui a été votée, 2020-08, qui porte sur la modernisation de la justice et qui vise évidemment à améliorer en fait les procédures, la transparence, puis la célérité dans les procédures au niveau des juridictions. Donc ça permet évidemment de faciliter le jugement en cas d'infraction, puisque évidemment vous savez que c'est le Haut-Commissariat qui va alimenter la justice dorénavant. Donc c'est une démarche pédagogique. Je crois que la répression seule ne suffirait pas, parce qu'on a réprimé tout le temps, mais on n'a pas eu les résultats. Il faut trouver la formule pour éduquer les gens à la bonne conduite, et c'est en cela qu'il faut saluer, même si c'est venu tard. Quelle sera la formule? Est-ce qu'il y a une recette magique pour endiguer ce mal? Je crois qu'il y a des structures qui existent et qui œuvrent déjà contre la lutte contre la corruption. Maintenant, il y a une fêtière. En fait, le Haut-Commissariat, c'est une structure supra qui fonctionne parce que là, vous savez que c'est rattaché à la présidence. Il n'a pas de chef hiérarchique. Donc, il a une autonomie d'action. Maintenant, forcément, le Haut-Commissariat, vous savez que c'est pour la prévention, c'est pour la dénonciation, mais c'est aussi pour l'éducation. Alors, je crois que si nous voulons évidemment atteindre les résultats, puisque vous savez que c'est en luttant contre la corruption qu'on peut réussir à maximiser les ressources et voir la qualité des dépenses, mais aussi lutter efficacement contre la pauvreté. Corruption, pauvreté, les deux se tiennent. Et puis, vous savez que lorsqu'on lutte contre la corruption, forcément, on rassure non seulement les citoyens de la transparence dans la gestion des affaires publiques, mais aussi on rassure les partenaires techniques et financiers qui mettent les fonds à disposition. Donc, si les investisseurs doivent crédibiliser le Bénin, qui veut devenir aujourd'hui, en fait, un monde nouveau, parce que nous voulons être un modèle pays. Un monde de splendeur. Mais oui, si nous voulons évidemment assumer ça, puisque c'est un téléchargement, il faut que nous travaillions aux bonnes mœurs, aux bonnes pratiques. Et je crois que la corruption, c'est une gangrène. Et nous convenons tous que c'est vrai qu'à des moments donnés, vous savez, les chefs d'État, c'est difficile, je les comprends. Bounigaï, à un moment donné, je crois le 17 juillet 2007, s'est mis dans la rue pour faire une marche verte.
Bah oui, il y avait quand même un dispositif. Francis, un instant, il y a des choses, des actes forts qu'il faut poser. Vous voyez, il y a un gros dossier qui n'a jamais été vidé. On a mis les gens en prison. Je parle du dossier à Douanou. Des milliards. Ici, on parle de prévention. Mais non, je disais, quand on ne va pas... On n'est pas sur le même chantier, Alphonse Boissouret. Il y a des dossiers de la République. Quand ces dossiers ne sont pas vidés, il y aura toujours des gens têtus qui vont s'aventurer sur le terrain de la corruption. Rapidement, pour finir avec ce sujet, quels sont les défis de Jacques Mingan? Il a beaucoup de défis, c'est de gros défis. Parce que quand on parle de prévention, on parle de sensibilisation, forcément, il faut commencer par la base. Il faut commencer dans les écoles. On ne peut pas avoir les résultats maintenant, ici et maintenant. Mais il faut commencer par travailler les mentalités. Et Francis l'a dit, il faut améliorer les conditions de vie et de travail. Parce que qu'est-ce qui amène les gens à toucher à l'argent du contribuable béninois? Il faut déjà régler ça. Donc il y a un problème d'éducation, il y a un problème de les cours de morale dans les écoles que l'on a supprimés. Civisme. Il faut ramener ça. Il faut dire aux gens que le bien public, il faut le respecter, contenter. Parce que quand il y a de gros dossiers de corruption qui ne sont pas évacués, les gens disent, mais d'autres ont pris. On a juste mis les gens en prison sans pouvoir vider le dossier. Nous aussi, on peut essayer. On ne mourra pas en prison, c'est ça. Parce qu'il faut révolutionner les mentalités par rapport à la gestion du bien public. Et il faut toujours donner le bon exemple. Le bon exemple, c'est éducateur. On vous aura compris, je reviens à vous, cher Francis Lojatade, pour aborder le second sujet dont nous allons discuter relativement à l'actualité nationale. Le Conseil des ministres, toujours, a approuvé les modalités de réalisation et de construction du complexe immobilier de Kanguézo. Il s'agit de 460 logements sous forme d'appartements de type F4, de standings variés, le tout doté d'un centre commercial, d'aires de jeux au pluriel, de piscines ainsi que d'espaces verts. C'est une impressionnante infrastructure qui va naître sur les cendres du Kanguézo que nous connaissions. Je crois que nous sommes en train de travailler à la modernisation du cadre de vie. Vous savez évidemment que le chef de l'État, depuis un moment, depuis qu'il a pris fonction en 2016, il a mis le cap sur l'amélioration du cadre de vie. La transformation, puisque les métamorphoses que nous subissons depuis un moment, visent essentiellement à donner notre visage à Cotonou, aux principales villes. Et je crois que cette infrastructure qu'on veut ériger sur l'ancien site du Kanguézo, puisque le Kanguézo a rejoint les casernes à Alada et puis d'autres sites. Globalement, il faut dire que cette option rentre dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie. Vous avez vu à Ouedo, vous avez vu à Porte-Novo, vous avez vu à Paracou. Donc, je crois que cette option qui a été faite d'améliorer notre métropole économique, en fait, Cotonou, ça va donner un autre visage. Avec les espaces verts, les espaces de divertissement tels que les sites de loisirs, les piscines, le centre commercial, ça va donner un nouveau visage. Vous voyez ce que ça va donner. Donc, je crois que le chef de l'État est en train de travailler à transformer nos principales villes pour qu'elles soient plus attractives, parce qu'il met un cap sur le développement du tourisme. Vous savez évidemment que quand les villes sont en métamorphose, forcément, elles sont attractives. Et puis, l'option qui a été faite de développer l'espace vert, ça rentre dans les villes les villes écologiques. Donc, je crois qu'il faut saluer le chef de l'État qui travaille avec son gouvernement à changer le cadre de vie, parce que c'est surtout le cadre de vie, à provoquer la métamorphose globale, parce que là, de plus près, on peut constater que Kanguézo, je prends souvent pas l'axe, mais les travaux qui sont prévus là maintenant, je crois que sous peu, quand vous finalisez, vous allez méconnaître encore Kanguézo. Je crois que l'option qui a été faite, c'est faire en sorte que les espaces soient transformés, le cadre de vie soit transformé et que nous ayons des villes plus attractives avec des bâtiments qui répondent aux standards pour que le Bénin, dorénavant, soit un espace, une destination très convoitée. Je crois que j'ai parlé du Bénin, j'ai dit que dans plusieurs pays, quand on voyage, les gens se demandent, mais Bénin, là, c'est Nigeria ou bien c'est... Donc, le Ghana est plus facile à situer, mais si nous travaillons à donner notre visage, par exemple, à notre pays, les gens diront que mais le Bénin est déjà connu. Donc, il faut qu'on puisse travailler à vendre le Bénin comme un produit, puisque en mettant l'accent sur le développement du tourisme, il faut bien que le cadre soit attractif. Et c'est à cela que le gouvernement travaille. Et je salue cette dynamique qui est en cours. Les logements, en fait, ça aide
à créer le meilleur cadre de vie. Parce qu'on dit les conditions de vie, il n'y a pas que le parler de la ménagère. Il y a les conditions d'existence et l'habitation. Donc, c'est des habitats modernes. Donc, je crois que c'est salutaire. Vous vendez si bellement le produit. Stanislas Amoa, le camp militaire Guézo, qui va connaître donc une profonde mutation. Camp Guézo qui sera désormais un complexe immobilier. Oui, il faut dire déjà qu'il n'y a pas de développement sans action forte. Et ça, pour nous qui avons connu le camp Guézo, ça va entrer dans l'histoire parce qu'il y a des enfants qui vont naître et qui apprendront l'histoire qu'il y avait à ce niveau-là, un camp voilà, qui a été affecté à d'autres sites. Mais il faudra dire quand même que il faut reconnaître au chef de l'État son attrait pour ce qui est beau. Voilà, pour ce qui est stylé, ce qui est beau, ce qui est attractif. Et donc, quand vous arrivez à Cotonou aujourd'hui, quand vous quittez l'extérieur et que vous ne faites pas un tour au niveau de la place de l'Amazone, il y a comme quelque chose qui manque, en fait. Et donc, je pense que c'est dans la droite ligne de la modernisation, Francis le disait tout à l'heure, de la modernisation des grands espaces et de la modernisation de Cotonou, qui est par ailleurs, on le sait tous, la vitrine de notre pays quand les gens arrivent à Cotonou. Et donc, ce qui sera construit, la grosse question, c'est que ce qui sera construit, quelle sera l'accessibilité, quelles en seront les modalités, c'est à ce niveau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sous d'autres régimes, et même sous le régime actuel, il y a eu quand même des logements qui ont été érigés, il y a eu des choses qui ont été faites. Et quand on dit, quand on donne le caractère social ou quand on attribue l'adjectif social entre griffes, ça fait penser déjà à une facile accessibilité, à un coût qui est relativement moindre. Je ne sais pas si, en l'état de ce qui sera fait, c'est la même connotation qu'il faut avoir, parce qu'il faudra qu'on ait l'explication exacte pour qu'après... Je pense qu'on sera mieux édifié dans les mois à venir. Exactement. Pour le moment, on parle de logement, mais il n'y a pas un qualificatif qui voilà, accompagne. pour qu'après, ça n'aille pas dans tous les sens, parce que il y a quelque chose qu'on perd de vue très souvent, c'est que Cotonou, Calavi, n'y réside pas qui veut, mais qui peut. Et ce n'est pas qu'au Bénin. Partout ailleurs, vous ne pouvez pas aller en Côte d'Ivoire résider à Abidjan. En fait, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas un certain train de vie, un certain standing, vous ne pouvez pas résider à Abidjan, par exemple. Donc, il faut qu'on le comprenne ainsi. Pareil pour Dakar, pareil pour Libreville, etc. On peut en citer. Et donc, quand il y a ces actions qui sont menées dans Cotonou pour moderniser la ville, pour donner un certain attrait, forcément que l'accessibilité sera réservée à un certain groupe, qu'on le veuille ou pas. La nature elle-même, dans ses choix, fait des discriminations auxquelles on est obligé de se soumettre. Donc j'estime que c'est quelque chose de beau, de fondamental, d'attrayant, et c'est un mérite du chef de l'État de lui reconnaître qu'il est un amoureux du beau, et il fait tout quand même pour redorer le blason de la ville de Cotonou à tous égards. Je voudrais préciser pour sortir que c'est un héritage, qu'on le veuille ou pas, pour la postérité, parce qu'il est en train de finir, et puis tout ce qu'il est en train d'accomplir quelque part, ça va porter son sceau. Après son départ, on dira que oui, en son temps, le camp Guézo avait quitté, là, avait été déplacé, et voici ce qui le remplace désormais. Donc c'est quelque chose de beau. C'est aussi ça, la construction du développement d'une nation. Et on ne peut, en tant que Béninois, en être véritablement fier. Alphonse Moïse Soudé, une infrastructure grise, je parle des logements, accompagnée d'infrastructures vertes, je parle des espaces verts. Moi, je crois que c'est un projet salutaire, mais je voudrais dire aux Béninois, et je voulais on garde ça dans notre tête, le ministre qu'on appelle de l'économie, non, le ministre Donato nous avait déjà parlé, Cadevi nous avait déjà parlé des logements, a donné un délai, ça n'a jamais été livré, nous a pas dit pourquoi jusqu'à présent on n'a pas fini avec les logements. En 2021, le chef de l'État nous a parlé de construction de lycée technique, on n'en a pas eu. Maintenant, on a parlé des logements, 460 c'est bon. Ce qui m'a fait plaisir, pour une première fois, j'ai entendu un délai de livraison de 30 mois.
J'ai entendu pour une première fois un délai de livraison. Je n'ai jamais entendu ça sur la rupture pour dire que ça va durer telle période. Non, mais il y a plusieurs projets de la rupture dont on connaît quand même les délais de livraison, les temps d'exécution. Je peux aller, moi je n'en connais pas, si vous en connaissez, donnez-moi des exemples. Moi, on m'a donné, on a dit 30 mois, je suis d'accord, mais on ne m'a pas dit. Parce que c'est ça qui intéresse certains Béninois, le coût de revient. Ça va nous coûter combien? Parce que c'est beau, tout le monde apprécie, tout le monde dit, c'est vrai que ça va transformer la beauté de la ville de Cotonou. Beaucoup, ceux qui ont quand même les moyens, vont prendre des... Tel que les travaux seront lancés, on en saura davantage. J'ai dit non, c'est un projet qui est dévalidé. Il y a appel d'offres international, il y a des gens qui ont gagné le marché. Donc on doit pouvoir nous dire, parce que nous, observateurs, c'est ça qui nous intéresse. Quand tout le monde est content, tout le monde est... Non, pour le moment, c'est bien. C'est bien écrit que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une société spécialisée. Mais oui. Lénaï, quand vous connaissez le délai d'un projet, vous devez connaître son coût de revient. Moi, je dis que c'est bon, ça va, parce que le président Patrice Talon va commencer les travaux, 30 mois, il serait déjà parti du pouvoir. Donc, au moins, on va finir le projet après son départ et on saura que sous le président Patrice Talon, un projet comme ça a été lancé pour permettre aux Béninois de vivre comme s'ils étaient à Paris, dans les grandes villes. Donc, l'essentiel pour moi est que les travaux aillent à leur thème, parce que vous savez très bien que je ne dis pas les choses en l'air. Francis sait que pendant longtemps, j'ai dénoncé la non-régulation des marchés. Alors, Francis Seroy-Attardé, en réponse à Alphonse Moïse Soudé. Je me réjouis qu'Alphonse ait dit que c'est quand même un très bon projet. Maintenant, il a peut-être quelques appréhensions. Il veut savoir le coût d'accessibilité, ce qui est normal. Mais quand le projet va démarrer, vous verrez, il y a quand même une plaque, souvent sur tous les projets, qui indique la société qui a gagné, et puis les travaux, enfin, il y a des informations. Donc, si vous en voulez, vous pouvez aller consulter. Je crois que pour tous les projets qui sont en cours, je suis heureux que l'état d'avancement des grands projets de Ouedo, de Porte-Nouveau, c'est même fini, je ne sais pas si c'est fini, par coup, puisque j'ai eu à échanger avec quelques-uns, puisque la CNSS aussi contribue. J'ai eu à échanger avec quelques éléments de la CNSS qui m'ont dit évidemment qu'ils sont satisfaits de ce qui se fait. Et c'est une première dans l'histoire même du monde où on a engagé un projet d'aménagement, en fait, de construction de logements d'une telle envergure. Ça, interroger l'histoire des grands pays, même en Chine. Donc, je crois que c'est à saluer, même si vous semblez dire qu'il y a du retard dans la livraison. Non, ça va se faire parce qu'il n'y a pas d'éléphant blanc. Tous les projets qui sont engagés ont des comités de suivi et je crois qu'on peut se rassurer que le chef de l'État ne va pas laisser des éléphants blancs et ce ne sera pas une regrettable exception dans l'histoire du Bénin démocratique. Et puis, je veux dire évidemment que je me réjouis de cette transformation de la métropole économique. Je crois que vous-même, vous êtes fiers. C'est mon frère Stanislas qui a dit que, par exemple, quand on rentre et quand on voit la statue de l'Amazone, c'est une fierté. Burguera, c'est une fierté. Le jardin, c'est une fierté. Et quand vous voyez l'asphaltage dans ces dimensions, je me perds dans certains quartiers. Pourtant, j'ai étudié ici à Cotonou. Donc, je me réjouis de la transformation, de la métamorphose qui est en cours. Il faut l'accompagner. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que citoyen, vous pouvez être exigeant et chercher à comprendre certaines de choses. Mais il y a des structures qui sont habilitées à vous donner toutes les informations concernant tel ou tel projet. Si vous faites les interroger des indicateurs, vous les aurez. Donc, je veux dire à mon frère Moïse, avec qui j'échange beaucoup, nous avons des points de vue convergents hors plateau, mais je sais que sur le plateau, il nous arrive de ne pas nous comprendre. Mais je crois que c'est la liberté d'expression, c'est la preuve qu'ici au Bénin, il y a la démocratie, et puis c'est le contradictoire. Merci à vous, chers débatteurs, et je reste avec vous pour aborder la rubrique Interactu. Alphonse Moïse Soudé, vous qui avez fait Dakar, Diomaye Faye et Ousmane Sonko font des merveilles. Le Sénégal rejoint désormais le cercle des pays producteurs de pétrole avec l'extraction de ses premières gouttes d'or noire du champ offshore de Sangomar. Alors, Woodside, qui est l'opérateur australien majoritaire dans ce projet, ambitionne de produire 100 000 barils par jour. Oui, je suis très heureux parce que c'est un projet qui date de 2014,
où les Sénégalais avaient beaucoup misé sur ça, parce que quel que soit ce qu'on dira, ça va révolutionner l'économie sénégalaise. Parce qu'il y aura des devises, on va gagner de la devise, on pourra investir dans le pays. Donc désormais, le Sénégal, au lieu de se tourner chaque fois vers les PTF pour emprunter de l'argent, peut partir des revenus du pétrole pour développer son pays. Donc je dis, c'est déjà salutaire qu'au moins en Afrique aujourd'hui, qu'on puisse commencer par développer nos ressources, parce que ce sont des ressources. Et je suis heureux que le Premier ministre a dit il faut revoir les contrats. Parce qu'en Afrique, nous faisons des contrats léonins. Parce que chacun y a trouvé son intérêt, on permet à l'exploitant de nous exploiter à vil prix. Donc, il faut revoir les contrats en tenant compte de ce que le Sénégal souhaite gagner. Et on assiste à un véritable changement de paradigme. Mais oui, c'est normal parce que celui qui a signé les autres contrats, on ne sait pas ce qu'il a appris chez le contractant. Donc, il faut que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que ça les engage. C'est sous leur magistère qu'on aurait lancé l'exploitation du pétrole. Il faut qu'à la fin du mandat, qu'ils disent exactement ce qu'ils ont gagné dans cette exploitation. Qu'est-ce que le peuple sénégalais, parce qu'une chose est de laisser les gens exploiter vos ressources minières, minéralogiques, mais une chose est que le peuple puisse trouver son compte. Parce que là, avec cet argent, on pourra construire des écoles, on pourra construire des logements, on pourra construire des centres de santé et des marchés. Donc, il faut que le gouvernement soit rigoureux. Il faut voir un peu de près qu'est-ce qui a été dit dans les contrats précédents. Si ce n'est pas à l'avantage de l'État sénégalais, c'est normal que le Premier ministre dise que nous allons revoir et faire le contrat de telle sorte que ça soit un Sénégal gagnant, pas un Sénégal perdant. Parce que quand vous voyez ce qui se passe un peu en Afrique, ceux qui sont au pouvoir, le pays perd. Pourtant, vous allez voir, au Nigeria, on dit, dans le delta, on exploite le pétrole, mais les populations se plaignent du fait qu'en retour, ils n'ont rien. Donc, les Sénégalais doivent s'arranger pour qu'à la fin de leur mandat, qu'on dise, avec l'exploitation du pétrole, nous avons pu rendre une bonne partie de notre population heureuse. Francis Selo Jaratade, la production du premier baril s'est déroulée en toute sécurité. C'est un projet qu'applaudissent les internautes sur la toile. Je crois qu'il faut peut-être saluer la décision des autorités sénégalaises qui veulent revoir les contrats. Parce que vous savez que le pétrole est à la fois une bénédiction et puis une malédiction. Si on ne sait pas mieux gérer la géopolitique du pétrole, ça crée des conflits inutiles. Et ça déstabilise les États. On suit votre regard? Oui, mais par contre, mais je ne veux pas dire je suis mon regard. Je mets le focus sur le Sénégal. Vous savez évidemment que l'opérateur australien, en fait, dont vous parlez, Woodside, qui a gagné ce marché et qui a promis 100 000 barils jour, je crois qu'il a dit qu'avec le temps, ils iront à 125. Et c'est fort probable que, parce qu'il y a le gaz aussi qui est découvert. Donc aujourd'hui, cette manne pétrolière, cette manne d'hydrocarbures va permettre d'alimenter le budget sénégalais et aider à faire de grandes réalisations. Donc c'est une bénédiction pour la nouvelle gouvernance, en fait, les autorités qui sont venues au pouvoir. Maintenant, il reste à gérer ces ressources, cette manne pétrolière avec sagesse, pour éviter que ça ne soit une malédiction. Bon, ceci étant, dès que des études plus poussées, pour l'heure, la projection a été faite, qu'il est fort probable que dans la dynamique, qu'ils aillent jusqu'à une production de 200 000 barils jour. Si c'est le cas, ils vont tutoyer les performances, les niveaux atteints par les États comme la RDC et le Gabon. Donc je crois que vous savez évidemment que lorsque vous avez le pétrole, c'est une manne, une ressource naturelle, c'est une bénédiction divine. Quand vous l'avez, que vous gérez bien, forcément, vous avez des facilités, un peu comme Kadhafi l'a eu. Vous avez et puis, quand j'ai bien le pétrole, toutes les facilités. Mais ça provoque aussi la convoitise et des rivalités. Parce que si le pétrole libyen n'avait pas été convoité par d'autres puissances occidentales qui veulent préserver leur puits pétrolier dans plusieurs pays, je ne vais pas citer des noms ici, et qui veulent épuiser les puits libyens, on n'aurait pas eu ce qui est passé avec la résolution 1970 qui a permis d'attaquer la Libye et de tuer Kadhafi. Mieux que ça, vous savez que quand en Irak, Saddam Hussein a cherché à contrôler les réserves pétrolières du Haut-Moyen-Orient, on a estimé que non, il devenait gênant. On lui a trouvé quelque chose pour pouvoir liquider. Donc, le pétrole peut être une bénédiction et c'est une chance pour les nouvelles autorités, en fait, Diomaye Faye et son alter ego, colistier, son co, parce que là, ils ont des facilités pour engager des actions fortes, puisque depuis 2014, ce n'est que 8 ans après
que cette manne peut maintenant commencer à produire les recettes attendues pour alimenter le budget. Ça va leur permettre évidemment de gagner plus en autonomie et d'exécuter plus facilement les programmes d'action qu'ils auront à élaborer pour mettre le Sénégal sur l'orbite des pays producteurs d'hydrocarbures et qui forcément ont des ressources qui leur permettent d'assister d'autres pays. Stanislas Amoa, 100 000 barils par jour, c'est modeste comparé aux géants mondiaux et africains du pétrole, mais le projet va générer quand même des milliards afin de booster le développement du Sénégal. Oui, déjà, c'est une très bonne chose, c'est une bénédiction, non seulement pour le Sénégal, mais pour ses autorités. On dirait qu'elles sont venues au bon moment. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans ça. Moi, je voudrais que Diomaye Faye et Ousmane Sonko se battent pour la sécurisation de ce qui vient d'être lancé. Parce qu'il y a ça aussi. On a connu dans certains pays qu'après le magistère de certains régimes, qu'on tombe dans le déluge et que tout ce qui a été fait pendant des années soit remis en cause. Le pétrole n'est pas pour Sonko ni pour Faye, le pétrole est pour le Sénégal. Et il faudra institutionnaliser sa gestion sur le long terme, parce que c'est à vie en fait. Ce qui vient d'être lancé, le Sénégal est producteur à vie. Je ne sais pas si eux-mêmes ils se rendent compte du bonheur qu'ils viennent d'avoir. Sauf que, à côté de ça, il faut en faire une très bonne gestion pour justement, je vais emprunter le mot de Francis, éviter la convoitise. Vous savez que partout où il y a cette richesse, c'est convoité de toutes parts, par les grandes puissances, faut qu'on paie au plan sous-régional, que par les grandes puissances. C'est ce défi que doivent relever Faye et Sonko. Parce que si vous vous laissez traîner par des propos mielleux, vous risquez justement de liquider votre pétrole et de vous retrouver à zéro. Donc, il faut forcément, je pense, comme ils sont à la tête de l'État, procéder à une institutionnalisation de sa gestion. De manière à ce que, même après eux, le cadre juridique et institutionnel qui aura été mis en place pour sa gestion et son exploitation puisse permettre aux prochains dirigeants du Sénégal, je parle dans 10, 20, 30, 40 ans, de poursuivre dans cette lignée pour le bonheur du peuple sénégalais, je le rappelle une fois encore, parce que les hommes ne sont pas éternels, mais les pays le sont. Les institutions sont éternelles. Et donc, c'est une très bonne chose, mais il faut procéder très rapidement et dans les plus brefs délais à l'institutionnalisation de sa gestion et à cette sécurisation sur le long terme pour le bonheur des Sénégalais. Alphonse Maurice Soudé, Stanislas Amoa parle d'institutionnalisation de la gestion du pétrole sénégalais. Oui, ça permet quand même de contrôler les prébendes, ceux qui rentrent. Parce qu'il faut dire, hein, la jeunesse sénégalaise a un taux de chômage très élevé. Et en faisant campagne pour Sonko et Diomaye Faye, c'est qu'ils se disent qu'on va régler le problème de chômage. Quand vous suivez un peu les Sénégalais, c'est ça l'objectif. Parce qu'avec ce qu'on va gagner sur l'exploitation du pétrole... Puis ça souffre dans le pays, hein, mais oui, mais oui. Donc il faut investir. Il faut favoriser la création des emplois parce que les jeunes, ils en ont besoin. Donc, si on ne met pas en place une structure pour gérer, chacun va s'en mettre plein les poches. Nous sommes habitués à ça en Afrique. Quand ça arrive, chacun passe à comment faire. S'il n'a pas encore construit sa maison, comment faire pour construire sa maison, comment faire pour envoyer ses enfants en Europe. Or, le peuple en a besoin. Donc, il faut mettre des garde-fous pour éviter que, après le départ de ces deux-là, qu'on dise, mais ils sont restés là, ils s'en ont mis plein les poches. Donc, je suis d'accord qu'on puisse mettre des structures en place. Et ceux qui sont chargés de gérer ces fonds-là, on doit pouvoir leur dire qu'il y a des projets. Parce que, en venant au pouvoir, ils ont leurs projets, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens. Ceci va leur permettre de ne pas trop dépendre de l'extérieur, mais d'utiliser les recettes engendrées par l'exploitation du pétrole pour pouvoir réaliser, pour favoriser la création des entreprises. Ce n'est pas la peine de donner de l'argent aux gens, mais il faut créer des entreprises pour que les jeunes qui ont des diplômes puissent être recrutés. Et là, ils vont gouverner en paix. Parce que quand les jeunes n'auront pas de travail, forcément, ils vont descendre dans la rue. Et quand ça danse dans la rue, ça fait des casses. Dernier virage de l'émission, les potins de la toile. Et je reviens à vous, Stanislas Amoa, la toile qui est endeuillée cette semaine. Blanche Kandolo, épouse du célébrissime pasteur congolais Marcelo Tounassi, n'est plus. Elle a tiré sa révérence. La notoriété et l'influence de son époux, qui est très suivi sur la toile, a provoqué une avalanche de réactions des internautes. Oui, je voudrais d'abord
saluer la mémoire de la disparue. Vous savez, nous sommes des Africains et quand quelqu'un en arrive à rendre l'âme, il faut respecter sa mémoire. Et vous savez, plus vous êtes célèbre, plus vos douleurs le sont aussi. Parce qu'après la disparition de la désormais regrettée Blanche Tounassi, j'ai lu une avalanche de réactions sur la toile. C'est allé dans tous les sens. Je pense que le pasteur et son couple aussi, le couple qui était devenu célèbre, oui, grâce au pasteur, pas que sur les réseaux sociaux, mais ils avaient des invitations pour faire des campagnes d'évangélisation et d'édification du corps du Christ dans un peu partout, hein, dans les pays, tant en Afrique qu'en Europe. Et les messages du pasteur Marcelo aussi sont diffusés un peu partout, soit sur des médias conventionnels, des chaînes de radio, des télévisions, etc. Donc, on voit aussi souvent ces extraits que les gens mettent en statut. Exactement, on voit ces extraits. Donc, il était très, très suivi. Donc, c'est ce qui va amplifier plus sa douleur, ce qu'il ressent aujourd'hui. Et j'estime que c'est un cap qu'on ne souhaite à personne, parce que quand vous arrivez à perdre votre épouse, celle-là même qui est l'un des piliers de votre équilibre du foyer et de son ministère, parce que la dame, elle jouait quand même un double rôle. Elle était là pour équilibrer non seulement son foyer au niveau des enfants, au niveau de la vie familiale, mais il y a aussi qu'au niveau du ministère, il faisait tous ses déplacements pratiquement avec la dame. L'histoire a retenu qu'ils étaient en vacances en Turquie quand cela est arrivé. Et donc, je salue sa mémoire. On va donner beaucoup de courage au pasteur Marcelo et demander aux oiseaux de mauvais augure de se taire. Moi, je n'aime pas quand on veut forcément trouver des coupables ou des raisons de ci ou ça. Seul Dieu qui nous a créés sait pourquoi nous devons partir à un moment donné. Et tenons-nous à cela. Francis Sello-Jatade, elle est décédée des suites d'une crise cardiaque alors qu'elle était en vacances en Turquie avec son époux et leurs 4 enfants. Je crois que je m'en tiens aux propos liminaires de l'époux. Parce que vous savez qu'après avoir dit sa douleur, son amertume, il a adressé un message au Seigneur. Et à la fin de ce message, je crois que j'ai lu une dimension. La douleur, elle est physique. Elle est physique. Mais ce qu'il a dit à la fin, qui a retenu mon attention, il a dit merci au Seigneur pour lui avoir prêté son épouse pendant 18 ans. Merci au Seigneur et pour avoir prêté. Rien ne nous appartient. Tout nous est prêté. Et nous utilisons pour le temps que nous pouvons et après nous laissons. Donc je crois que c'est une dimension spirituelle. La dimension physique et la dimension spirituelle de l'homme. Je crois que c'est un grand homme. Il a une grande notoriété, une grande réputation. La femme autant. Mais on ne peut que souhaiter paix éternelle à l'âme de la dame et que Dieu assiste le pasteur et pense ses douleurs. Alphonse Moïse Soudé, on note une relation très fusionnelle entre l'époux et sa femme. Si vous avez des amis pasteurs, vous aurez compris l'importance d'une épouse dans la vie d'un pasteur. L'épouse du pasteur représentait une béquille. C'est pour tous les pasteurs. Hein. Ils s'appuient généralement sur leurs femmes parce qu'en cas de difficulté, vous savez, être pasteur, c'est la tentation permanente sur tous les plans. Donc, la femme de Marcelo, je fais partie de ceux qui mettent régulièrement en statut les prédications de Marcelo. Donc, voilà un monsieur qui s'est investi dans la mission. Quel que soit ce qu'on dira, quel que soit le degré de sa foi, il va prendre un coup. Parce que j'ai lu, il a dit qu'il est dévasté. Parce que la dame était partout avec lui. La dame était pratiquement son conseiller. Donc on va lui souhaiter beaucoup de courage. Dieu seul sait pourquoi il a fait ainsi, pourquoi la femme est partie un peu plus tôt. Le reste de ceux qui veulent trouver derrière cette mort une explication, tant pis pour eux. Le Dieu a voulu que ça soit comme ça. Forcément, Dieu va trouver un autre appui sur lequel il pourra prendre ses forces pour aller de l'avant, parce que c'est un homme de Dieu qui prêche, qui sensibilise, qui forme beaucoup de personnes. Donc je lui souhaite beaucoup de courage et que Dieu l'assiste dans sa douleur. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Nous sommes à la fin de l'émission. Je le rappelle, vous êtes analyste politique. Merci. Je vous en prie. Stanislas Amoua, qui était également avec nous, journaliste chroniqueur. Merci à vous. Merci beaucoup. Je voudrais vous souhaiter bonne fête des pères. Au début de l'émission, vous avez parlé des pères responsables. Je sais que vous en êtes un, donc bonne fête à vous aussi. Merci et bonne fête des pères à vous aussi. Francis Sello-Jatade, expert en gouvernance, analyste politique. Merci.
Je crois qu'évidemment, il faut dire qu'en Afrique, il n'y a pas de mort naturel. Mais c'est dommage qu'on ne cherche pas toujours à trouver derrière les disparus une main invisible. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Voilà. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonne fête chez vous.